Gaspard, Linky et compagnie, touche pas à mon compteur, l'émission du collectif du même nom. Salut à tous et à toutes, bienvenue sur Transparence. Nous sommes avec Maud Bigan pour Touche pas à mon compteur. Bonjour Maud. Et bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une émission spéciale sous. Exactement. Alors, spéciale sous. Pourquoi ? Spécial sous parce que tout le monde est concerné et comme on va le voir, fait, effectivement. Voilà, ça va évidemment toucher les détenteurs de compteurs Linky, mais également tous les usagers de l'électricité en France, mais également aussi tous les simples citoyens, comme on va le voir, dans un grand mouvement d'ensemble pour mettre la main sur nos sous. Voilà, c'est pas parce qu'on est, pour beaucoup, il y en a beaucoup qui sont en vacances ou qui rentrent de vacances au moment où ils écouteront cette émission, qu'effectivement cet aspect-là n'est pas justement important. Alors, on commence par un petit article, en fait un extrait du forum de Que Choisir, qui date du 8 août 2018, qui s'intitule Compteur Linky et facturation fournisseur Enedis. Et là, on voit un certain Michel, donc, qui nous explique qu'il possède un compteur Linky depuis 2016. Seulement, il commence à douter du vrai relevé de sa consommation et surtout de sa facturation depuis qu'il a ce compteur Linky. Alors, il nous explique qu'en juillet 2018, il est parti en vacances pendant 2 semaines. Il a tout coupé, dont le cumulus, etc., le frigo, tout et le reste. Il s'attendait à avoir, évidemment, une baisse significative de sa consommation à ce moment-là. Exactement. Or, vous savez qu'il y a une page, normalement, pour Enedis, donc sur le site d'Enedis, qui est un outil pour que les usagers puissent suivre leur consommation, normalement, très, très précisément, justement, quand ils ont un Linky. Alors, lui, quand il rentre au début août, eh bien, il va aller voir, justement, sur son espace client, sur la page d'Enedis. Et là, il voit que, surprise, après une absence de 2 semaines, il n'a que 2 € d'écart par rapport à sa consommation habituelle. Alors là, il comprend pas. Il va il contacte Enedis et là il tombe sur une personne, nous dit-il, très courtoise, qui lui indique, je cite, que son super compteur Linky ne transmet plus sa réelle consommation depuis le 13 mai 2018. Voilà, donc il est début août et ça fait déjà plusieurs mois que son compteur Linky ne transmet pas la consommation, ou au moins qu'elle ne le voit pas elle sur son écran, et donc effectivement qu'il y aurait un problème de ce point de vue-là et qu'il n'a pas été prévenu. Alors après discussion avec le responsable de la personne en question, il s'avérerait que finalement, ils ont bien la vision du fait qu'il a moins consommé sur ce mois de juillet, mais qu'en fait, tout ça, en raison d'un bug informatique, n'est pas en lien avec sa facturation et que du coup, on lui facture une facture estimée. Voilà, d'après une estimation de sa consommation. Donc, alors là, coup de tonnerre, d'accord, ou coup de théâtre, si on peut dire, vous avez normalement le plus grand avantage théorique de la pose du compteur Linky qui tombe à l'eau, puisque on est du coup facturé que sur une estimation, et ce sans le savoir. D'accord, parce que lui, il l'a trouvé que parce que, justement, il a coupé complètement pendant 2 semaines et que donc, normalement, il aurait dû avoir à peu près aucune consommation. Voilà. Normal, ce qui veut dire que il y a peut-être beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là et qui payent, en fait, sur un truc qui n'est pas vraiment leur consommation. Voilà. Sachant que donc, ça, c'était donc début août. On ne sait pas depuis combien de temps que ça dure. Visiblement, là, ça fait depuis le 13 mai pour cette personne-là. Moi, je connais des gens sur Foix qui ont de très gros problèmes de facturation depuis qu'ils ont des Linky et qui ont des problèmes à joindre les deux bouts parce qu'ils ont des factures d'électricité très fortes. On est en train d'éplucher justement leur cas parce que dans un immeuble, par exemple, il y a ils sont que 3 ou 4 disons appartements, mais il y a déjà 3 appartements qui sont victimes de surfacturation dantesque, dont une personne qui a dû partir parce qu'elle pouvait carrément plus payer. Donc voilà, on a des situations grave à ce niveau-là. Exactement. Voilà, quand tu as 1200 € pour un T1 alors que tu n'es jamais là, ça commence à faire pas mal sur quelques mois, quoi. Voilà. Donc, avis à la population, il semble qu'il y ait potentiellement un pompage de vos sous de façon arbitraire de ce point de vue-là, et en tout cas sans le dire aux gens, ça c'est quand même pas normal. Alors il y en a qui veulent vérifier. Moi, pour aider justement ces gens, 2 fois, j'ai essayé d'aller vérifier avec eux leur compte Enedis. J'ai essayé simplement d'aller sur la page et je n'ai pas pu accéder à la page. La page est indisponible actuellement. Donc peut-être que justement, suite à ce bug, eh bien ils évitent que les gens puissent visualiser cette absence justement d'écart, parce que c'est la période des vacances et qu'il y a peut-être pas mal de gens qui pourraient se rendre compte que
finalement, ils ne sont pas facturés sur leur consommation réelle. Pourtant, c'est le but des Linky de donner des informations. On est d'accord, mais visiblement, on ils ont n'est été pas à l'abri d'un installés bug. C'est vrai. C'est clair. Voilà, donc ça, c'est déjà un premier point. Donc, remontée d'argent depuis nos porte-monnaies vers Enedis. Et je voudrais en profiter pour parler d'un article qui est très intéressant, qui évoque justement au contraire la remontée d'argent à l'étage supérieur, c'est-à-dire de Enedis vers sa maison mère EDF. Puisque Enedis est une filiale à 100% d'EDF, à travers cet article très intéressant de Alternative économique de février 2018, qui s'intitule Enedis, la pompe à finance d'EDF. Donc, ils n'ont pas osé mettre la pompe à fric, peut-être, mais c'est ça l'idée. Voilà, un article extrêmement intéressant, donc, qui nous dit la filiale d'EDF, gestionnaire de la distribution d'électricité, jouit d'une situation de monopole très rentable qui profite directement à sa maison mère. Alors, de monopole jusqu'à quand, on ne sait pas, parce que le marché de la distribution de l'énergie n'est pas encore libéralisé, mais on en parle. Donc il est possible que Enedis soit privatisé ou devienne en tout cas un distributeur parmi d'autres, voilà. Donc c'est peut-être aussi pour ça que, comme nous dit l'article, il se dépêche de faire signer de faire renouveler des contrats de concession longue durée avec les communes, puisque les communes sont donc quelque part délèguent, on va dire, leur pouvoir de gestion de ces infrastructures électriques à des syndicats d'énergie qui ensuite passent des contrats de concession avec Enedis. Ces contrats de concession, Enedis semble pousser à la roue pour les rendre extrêmement, difficiles pour les communes, dans le sens où ils s'étaleraient sur 20 ou 25 ans à nouveau, alors qu'une privatisation, ou en tout cas une libéralisation du marché de la distribution se profile à l'horizon, et que ces communes pourraient peut-être vouloir éventuellement bientôt passer auprès d'un autre distributeur avec des tarifs plus avantageux, allez savoir. En tout cas, on les verrouille pour 20 ou 25 ans, avec des pénalités en cas de fin de contrat anticipé qui sont très importantes. D'accord. Voilà, histoire d'eux. Et puis effectivement, quelque part, les négociations, nous disent visiblement les communes dans cet article, sont assez difficiles parce que il y a quand même pour le moment une situation de monopole et que donc la négociation de ces contrats n'est pas facile. Voilà. Alors tout ça, c'est aussi en rapport avec la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, qui a négocié ce système, on va dire, avec ce contrat, ce nouveau contrat de concession avec Enedis. Ceci est critiqué par le syndicat France Urbaine, qui représente les principales grandes métropoles françaises, qui estime par la voix de Christian Escalier, donc son délégué adjoint, que les pénalités, par exemple, de fin de contrat sont surévaluées de 60%. Voilà. Donc, en fait, on essaye de, je ne vais pas dire verrouiller les contrats avec les communes avant qu'éventuellement une libéralisation de ce marché ne se mette en place. Sachant qu'une libéralisation de ce marché ne serait peut-être pas une bonne nouvelle pour nous non plus, parce que quand même, quand on y pense, on a vu que la libéralisation de la fourniture de l'énergie, avec la mise en place par exemple, la fin du monopole d'EDF et la mise en place de concurrents comme Direct Énergie ou bien l'Empiris ou autres, devait se traduire par des économies pour le consommateur, et qu'en fait, si vous regardez l'article par exemple de Bastamag, Énergie, l'échec annoncé de 10 ans de dérégulation, on voit que en 11 ans de cette dérégulation, la facture moyenne par exemple des personnes qui se chauffent à l'électricité a augmenté de 36%. D'accord. Donc cette fameuse dérégulation du marché qui était annoncée comme étant profitable pour le consommateur, elle a plutôt, évidemment, elle s'est traduite par au contraire une augmentation importante des prix. Gageons qu'une dérégulation du secteur de la distribution de l'énergie ne serait pas nécessairement à l'avantage du consommateur non plus, et du service public. Ça, c'est encore autre chose. Alors en tout cas, cet article est très intéressant, nous indique par ailleurs que en moyenne, Enedis transmet à EDF, sa maison mère, 82% de ses bénéfices. D'accord ? Ça veut dire qu'il ne reste pas beaucoup pour financer le maintien, l'entretien des infrastructures. 18%, c'est pas énorme. Dont ils ont la charge. Voilà. Ah oui. Et donc, dans cet article, on apprend également que la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, donc en 2017, s'était opposée à Enedis qui demandait la revalorisation du TURP, donc le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, qui est une des taxes principales prélevées sur nos factures, puisqu'en gros, si je résume, Enedis demandait qu'on augmente les taxes pour
pour pouvoir financer justement la maintenance des infrastructures et que la CRE disait qu'en gros, c'était pas parce que on pompait beaucoup d'argent dans des bénéfices d'Enedis vers EDF que du coup il fallait augmenter les taxes. Je résume. Oui. Évidemment, c'était pas dit comme ça, c'était dit comme la politique de dividendes décidée par l'actionnaire, c'est-à-dire EDF, ne saurait constituer un frein à la réalisation par Enedis des investissements nécessaires. Voilà, ça veut dire, c'est pas parce que EDF choisit de ponctionner Enedis qu'il faut taxer encore plus les usagers parce que les travaux basiques de maintenance ne sont pas effectués avec l'argent qui reste. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Donc avis à la population, votre argent sert à renflouer le trou d'EDF dont on a déjà parlé plusieurs fois à cette émission et que beaucoup connaissent avec notamment les gouffres que sont les EPR. L'EPR actuel de Flamanville qu'on n'arrive pas à finir et ceux qu'on a promis à Hinkley Point en Angleterre, les 6 qu'on vient de promettre à l'Inde et malheureusement les pénalités que l'on paye déjà, je crois, à la Finlande parce qu'on n'arrive pas à finir ce qu'on est censé faire là-bas. Ah oui, on promet mais on n'arrive même pas promet, à le faire. Pas à tenir chez nous déjà, donc c'est problématique, surtout quand derrière c'est le contribuable qui paye avec les pénalités ou bien l'usager à travers ce ponctionnement, cette ponction en tout cas, financière. Donc ça c'est très important. Alors je parlais de l'impact également au niveau du citoyen, parce que cette espèce de hold-up sur nos sous, il s'étend plus loin que ça encore. Alors en fait, certains ont peut-être entendu parler de ce ballon d'essai qui a été envoyé, on pourrait dire, en plein été, au moment où les gens sont en vacances, mais qui sert quand même à commencer à tâter le terrain. Je vous invite pour cela à voir, par exemple, sur actuorange.fr, l'article « Bientôt la fin des pièces de 1 et 2 centimes ». Voilà. Alors, on nous parle d'un rapport publié le vendredi 20 juillet par le Comité d'action publique 2022 qui préconise d'arrêter la production des pièces de 1 et 2 centimes d'euros. Donc, mathématiquement, si on enlève les petits centimes, les prix vont tous augmenter, forcément, puisqu'on aura nécessairement que des prix de 5 en 5, après, minimalement. D'après ce que j'ai compris, ils disent juste arrêter la production, ils ne disent pas enlever les centimes. Oui, mais enfin, bien sûr, c'est une étape. Parce que en fait, on nous dit qu'il y a une sorte de feuille de route. Disons, l'idée générale, c'est qu'ils veulent, à terme, soi-disant réduire les dépenses publiques, mais surtout à travers la voie au zéro cash, nous dit-on. Alors on nous dit des disparitions de ces pièces, qui ouvriraient la voie au zéro cash, c'est-à-dire en fait la fin de l'argent liquide, et rendrait obligatoire l'acceptation des paiements dématérialisés, comme la carte bancaire ou encore le virement, ou encore, c'est pas dit dans l'article, mais évidemment, les paiements par carte bancaire, par smartphone, etc. Oui. Tout ça pour tout achat et sans montant minimum. Voilà. Alors, il faut savoir que ce ballon d'essai qui est envoyé là pendant l'été n'est pas du tout un élément isolé. La France n'est pas avant-gardiste dans cette espèce de grand mouvement international où, soyons clairs, c'est au niveau bancaire que ça pousse, pour l'abolition de l'argent liquide. Alors évidemment, c'est présenté de différentes manières, comme étant une manière d'augmenter la traçabilité de tous les échanges pour lutter contre la fraude, contre le terrorisme, contre ci, contre ça. C'est toujours les mêmes arguments. Rappelons-le que les plus grandes fraudes, les plus grandes évasions fiscales, par exemple, c'est avec de l'argent digital. C'est avec de l'argent digital que ça se fait. C'est pas du tout Monsieur tout le monde que ça touche. Ça passe tout à fait sous le manteau et c'est tout à fait avec l'acceptation de tous les États qui maintiennent les paradis fiscaux et qui ne font pas mine de faire, enfin qui font juste mine, admettons, quand il y a un scandale comme les Panama Papers ou autres, de vaguement vouloir traiter le sujet, mais sans que rien ne change. Donc on est dans une sorte de paravent, soyons clairs. Donc, ce ballon d'essai-là, il est lancé justement sous couvert de faire des économies, sous couvert de ci et de ça. Mais en fait, il s'inscrit, comme je vous le disais, dans un très grand mouvement. Il faut savoir qu'il y a toute une série de pays qui ont déjà essayé ce genre de choses, qui essayent d'avancer sur le sujet. Vous le savez, en France, on a déjà voulu limiter les paiements en liquide au-delà de 1 000 €. L'Europe vient de supprimer les billets de 500 €.
au niveau européen. L'Europe a également fait une enquête pour essayer de tâter le terrain, pour savoir par exemple si les gens pensaient qu'il faudrait par exemple diminuer encore la limite de paiement en argent liquide pour lutter contre le terrorisme, comme d'habitude, par exemple. Voilà. C'est une consultation européenne de janvier 2017, qui a eu lieu sur le sujet, et où, je vous rassure, la très grande majorité des gens qui ont répondu ont dit que non, ils pensaient que c'était pas une bonne idée de réduire encore le cash pour lutter contre le terrorisme. Mais est-ce qu'on va les écouter? C'est pas sûr, par contre. Alors, l'idée générale ici, c'est que vous avez tout un tas de choses qui se sont passées. Si je résume, par exemple, à Taïwan, on a décidé de limiter le paiement de tout ce qui était les achats de maisons, de voitures ou de bijoux en argent liquide, par exemple. Vous avez d'autres endroits. Vous avez par exemple en Suède. Donc ça, la Suède a commencé un compte à rebours. Donc ça, c'était en 2016, un compte à rebours de 5 ans pour éliminer l'argent liquide. Alors, il faut savoir qu'en Suède, il n'y a plus que 2% des personnes qui payent en argent liquide. Ça n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il y a eu une élimination progressive des distributeurs. C'est-à-dire que petit à petit, les gens ne pouvaient plus trouver d'argent liquide. On commence à voir ça en France à travers les zones rurales où on dit que c'est plus tellement valable, c'est plus tellement rentable d'ouvrir un distributeur, etc. Et les gens doivent, faire de plus en plus de routes pour avoir de l'argent liquide. Donc, ils sont plus tentés par autre chose. Et c'est aussi l'introduction de la carte de paiement sans contact qui permet de déshabituer petit à petit les gens à travers finalement un paiement par petit montant qui ne nécessite pas de passer la carte pour faire son code, par exemple, et qui est donc une manière de déshabituer les gens à utiliser l'argent liquide, puisque c'est essentiellement les petits montants qui sont utilisés pour l'argent liquide. Voilà. Donc, en Suède, il y a eu ce mouvement-là. Il y a eu un mouvement aussi au niveau du secteur privé pour, quelque part, que les gens ne puissent plus payer en argent liquide dans les magasins. Donc, on a de plus en plus de magasins qui se sont mis à refuser qu'on les paye en argent liquide, y compris les commerces de bouche, etc., à travers différents prétextes du genre à la fin de la journée, il faut qu'on aille à la banque pour aller porter la caisse, on risque de se faire attaquer, ou bien nous on est un commerce de bouche, l'argent liquide c'est sale, donc voilà. Bon, enfin l'argent liquide c'est sale, mais la carte de crédit elle peut être sale aussi un peu, mais enfin qui va savoir quels sont les microbes ambiants, voilà. Mais à travers, il y en a partout des microbes. Voilà, donc, exactement. Vaut mieux être plutôt en bonne santé et avec une bonne immunité plutôt que de se dire on va vivre dans une bulle, quoi. Ça c'est clair. Sûr. Donc là, on est dans une situation où on essaye d'éliminer ce genre de choses. Sachant qu'en Suède, donc leur objectif c'est de passer à l'argent complètement digital et que en France on est encore à peu près à 60% de consommation, d'utilisation du cash dans nos transactions. Donc je vous incite tous à utiliser un maximum d'argent liquide ou réutiliser un maximum d'argent liquide parce que en fait nous faire le coup c'est nous amener à être pieds et poings liés parce qu'à partir du moment où votre argent il n'est plus retirable de la banque, vous êtes à la merci de tout impôt confiscatoire, vous êtes à la merci au niveau des banques, évidemment, de tout ce qui est sauvetage bancaire par ponction sans limite de votre compte bancaire si la banque fait faillite ou a un problème. Il y a des bugs aussi, il y a du piratage. Et à la merci du piratage, on est bien d'accord. Alors, par ailleurs, le piratage, on sait qu'il y en a partout. Là, j'ai un article, les données médicales de 1 500 000 personnes dérobées lors d'une cyberattaque à Singapour, par exemple, ça date le 24 juillet dernier, qui a récupéré les dossiers médicaux de millions de Singapouriens, dont le Premier ministre, par exemple. Donc, des fameux piratages, il y en a partout. Donc, sachons-le, voilà, on est dans ce genre de poussée, d'accord, sachant qu'il y a un rapport du FMI qui date de 2017, du mars 2017, qui s'appelle The Macroeconomics of Decashing. Le decashing, c'est la fin du cash, justement. Et où il prône l'utilisation du secteur privé pour pouvoir petit à petit amener les gens vers justement ce decashing, cette fin du cash. Voilà. Sachant que on a eu une tentative en Inde en 2017 pour 2016-2017 pour pousser les gens loin du cash en leur interdisant l'utilisation des deux plus grandes coupures
Ça a créé un chaos monstre. L'objectif affiché du gouvernement était de pousser tous les gens, alors que 90% des échanges se font encore en cash là-bas, de pousser tous les gens vers une monnaie digitale. Ça a créé un ralentissement énorme de l'économie, des émeutes. Plein de gens ne pouvaient pas tout simplement récupérer de l'argent à la banque pour échanger, si tu veux, les vieilles coupures contre les nouvelles. Surtout que là-bas, beaucoup de gens n'ont pas de carte ou d'accès à Internet. Ou même pas de carte d'identité. Il fallait une carte d'identité pour faire l'échange. Un quart de la population n'a pas de carte d'identité, la moitié n'a pas de compte bancaire. Donc t'imagines le chaos. Donc suite à ça, tu as un rapport du Fonds monétaire international qui dit il faut pas que ce soit imposé par le haut. En gros, il y a eu un test de fait en Inde, ça marche pas, ça crée un chaos papos, il faut que ça soit fait par le secteur privé. Et c'est pour ça, pour finir, parce que je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps, que tu as par exemple des initiatives, par exemple à l'initiative de Visa, par exemple, qui va donner, c'est par exemple un article du Télégraphe, Visa, on nous parle, declares war on cash with plan to pay British businesses to ban coins and notes. Ça veut dire, en gros, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, et peut-être ailleurs bientôt, Visa donne $10,000, par exemple, aux États-Unis, pour que les restaurants, les cafés et autres s'équipent, mais n'acceptent plus d'être payés en argent liquide, pour faire ce qui s'est passé en Suède. Peut-être ce qui a été testé en Suède, va savoir. Ils ont trouvé que c'était par le secteur privé qu'il fallait que ça aille. Donc, si vous voyez que des distributeurs disparaissent autour de vous, si vous voyez que, en gros, on commence à essayer de limiter les paiements en argent liquide, on commence à avoir l'air de dire que le liquide c'est sale, que le liquide c'est la porte ouverte à toutes les fraudes, alors que la majorité des grosses fraudes ne sont pas faites en liquide, c'est qu'on est en train d'essayer de vous pousser vers un système de tout contrôle où vous ne serez plus maître de votre argent et où vous n'aurez plus aucun moyen de le retirer de la banque. Donc vous serez à la merci des banques ou de tout impôt confiscatoire ou de tout pirate. Avis à la population, payez en liquide. Très bien, on y pensera. À bientôt. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.